Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arithmantique. Machiavel disait que pour lire Tite-Live, il se mettait toujours en costume afin de respecter le maître. Alors comme aujourd'hui, je ne vais ni vous parler de calcul ni de forme géométrique, mais de quelqu'un, je vais tirer mon chapeau car ce quelqu'un n'est vraiment pas n'importe qui, il s'agit de Thalès, premier philosophe et premier mathématicien de l'histoire à avoir laissé trace de son nom. Alors, qu'a-t-il fait concrètement pour fonder la philosophie? Qu'a-t-il fait pour mériter une telle place dans l'histoire des mathématiques? Et quel était ce personnage hors du commun? On envoie les petits singes et je vous raconte tout ça. Comme pour tous les philosophes assez anciens, beaucoup de choses sont sujettes à caution concernant la vie et l'œuvre de Thalès. Néanmoins, comme pour les autres, nous disposons de pas mal de sources plus ou moins fiables, issues des textes des commentateurs, philosophes et historiens grecs. Donc, tout ce que je vais vous raconter doit être pris au conditionnel, car il est possible que certaines affabulations soient venues nourrir la légende du Thalès historique. Néanmoins, ce qui est sûr avec Thalès, c'est qu'il a vraiment existé, à la différence de certains autres philosophes et mathématiciens qui sont peut-être des légendes ou en tout cas des personnages très déformés, à l'instar de Pythagore. Bref, ces précautions étant prises, nous pouvons commencer. Thalès est né à Milet, une ville de la côte ionienne, c'est-à-dire de la côte actuelle de la Turquie, autour de -625 et y est mort autour de -545. Il est aujourd'hui particulièrement connu de tous les élèves qui sont passés sur les bancs du collège pour le fameux théorème qui porte son nom. Alors je précise à ce propos que ce que nous, Français, appelons théorème de Thalès n'est pas universellement appelé ainsi. Par exemple, les Anglais et Allemands appellent théorème de Thalès une toute autre propriété, qui énonce le fait que, si nous avons un triangle inscrit dans un cercle, et que l'un de ses côtés est un diamètre, alors ce triangle est rectangle. On dit d'ailleurs que Thalès sacrifia un bœuf en l'honneur de cette découverte. C'est pas banal. En revanche, pour les Français, le théorème de Thalès énonce l'équivalence entre parallélisme et respect des proportions ou des angles. Par exemple, si nous agrandissons ce petit triangle en un grand triangle, alors tous les côtés respecteront les mêmes rapports de proportions, 2 en l'occurrence, et les deux bases seront parallèles. Nous attribuons traditionnellement ce théorème à Thalès, même s'il est vrai que les Babyloniens en avaient très certainement connaissance, et de façon encore plus sûre les Égyptiens, puisqu'on en retrouve trace directe dans le papyrus Rhind. D'ailleurs, Thalès, comme cela se faisait régulièrement à l'époque, avait fait un séjour d'apprentissage en Égypte, d'où il avait ramené nombre d'idées et de connaissances. On dit d'ailleurs qu'il avait calculé la hauteur de la pyramide grâce à ce théorème. Il faut savoir que les Grecs ont toujours été de grands admirateurs des Babyloniens pour ce qui concerne l'astronomie, des Phéniciens en ce qui concerne l'arithmétique, et des Égyptiens pour tout ce qui relève de la géométrie. La science et la philosophie grecque ne sont pas nées de nulle part, et les Grecs étaient les premiers à reconnaître leur dette envers ces trois peuples. Pour autant, deux grandes différences sont arrivées avec les Grecs, et en particulier avec Thalès. Tout d'abord, avec les Grecs, les mathématiques ont commencé à être étudiées comme un objet en soi digne d'intérêt et de réflexion. On s'est donc détaché de l'utilité pratique d'où elles étaient nées pour en faire un objet d'étude à part entière. Alors que les Babyloniens voyaient l'astronomie dans laquelle ils excellaient comme une discipline qui permettait de faire des calendriers par exemple, les Grecs vont avoir cette idée d'utiliser l'astronomie pour comprendre le fonctionnement de l'univers. De même, à la différence des Phéniciens qui étaient passés maîtres dans l'art du calcul car ils étaient très bons commerçants, les Grecs vont s'intéresser aux propriétés intrinsèques des nombres pour en faire une discipline à part entière, l'arithmétique. Et cela s'accompagne d'une deuxième révolution qui est d'ordre, si je puis utiliser un tel terme, laïque. En effet, les Grecs vont exclure d'une certaine manière les dieux et toute la mythologie grecque de toute la réflexion qu'ils vont mener sur l'univers, sur la raison, sur la philosophie et sur les mathématiques. Cela ne les empêchait d'ailleurs pas nécessairement de croire en leurs dieux, mais simplement, pendant le temps consacré à la raison, les dieux n'avaient pas voix au chapitre. C'est ainsi que Thalès, semble-t-il le premier, va chercher quel est le principe du monde, quel en est le moteur, quelle en est la raison. Et à l'inverse de tout ce qui se faisait précédemment, Thalès ne va pas chercher l'origine du monde dans une quelconque mythologie, dans une quelconque notion divine, mais au contraire dans une notion physique, dans une notion rationnelle, puisqu'il va voir en le principe du monde l'eau. Alors pourquoi l'eau? Cela peut paraître étrange. Eh bien par exemple parce qu'une graine ne peut donner une plante que si on l'arrose avec de l'eau. C'est à partir de cette observation
concrète du mécanisme de la vie que Thalès va en déduire son principe philosophique. Anaximandre de Milet, son disciple, va aller plus loin et dire deux choses très intéressantes. D'une part, il va dire que l'être humain a été engendré à partir d'animaux d'espèces différentes. Il déduit cela du fait que l'être humain ayant besoin d'un allaitement prolongé ne pourrait pas vivre entouré de bêtes sauvages s'il avait été strictement identique à aujourd'hui, à l'origine du monde. Mowgli et Tarzan mis à part. Conclusion pour Anaximandre, l'homme descend des poissons. Trouver cela 2500 ans avant la théorie de l'évolution de Darwin, c'est quand même pas mal. Alors bien sûr, Thalès comme Anaximandre ne démontrent pas leur théorie, ils partent d'observations empiriques de la nature et les érigent en lois théoriques. Néanmoins, c'est véritablement le début de la philosophie, c'est-à-dire le fait d'étudier des phénomènes par le prisme de la raison et non plus de la croyance. C'est donc là très nettement le début à la fois de la philosophie et de la science qui, à l'époque, ne faisait qu'une. Quelques petites anecdotes à présent sur Thalès pour donner un peu plus de chair au personnage. On dit tout d'abord que c'est lui qui affirma le premier que la Lune était éclairée par le Soleil, ce qui est quand même pas mal. On dit également qu'il ne composa que 2 ouvrages, perdus aujourd'hui malheureusement, de l'équinoxe et du solstice, car il considérait que tout autre phénomène naturel était hors de portée de la compréhension rationnelle de l'être humain. En étudiant les pierres magnétiques, les aimants pour le dire simplement, Thalès fit la déduction que même les pierres étaient dotées d'une âme, puisque certaines d'entre elles étaient capables d'avoir une action sur d'autres en les attirant. Autre anecdote, lorsque le roi Crésus ne voyait pas comment faire franchir un assez grand fleuve à son armée, Thalès suggéra de diviser le cours du fleuve en 2, chaque demi-fleuve étant désormais beaucoup plus facile à traverser. Futé! Une autre anecdote sur Thalès, rapportée cette fois-ci par Aristote, dans ce livre, le tome 1 de la Politique. En substance, on reprochait à Thalès sa pauvreté, et on lui disait que sa philosophie ne servait vraiment à rien puisqu'il était pauvre. Thalès, piqué au vif, décida de se venger. Grâce à ses observations astronomiques, il déduisit que la prochaine récolte d'olives serait particulièrement bonne grâce à une météo favorable. En hiver, il consacra donc son peu d'argent à la location de tous les pressoirs de la région. Résultat, quand la récolte fut effectivement abondante, tous les pressoirs étaient à lui et il pouvait les sous-louer aux conditions qu'il voulait. Il montra ainsi qu'il était aisé aux philosophes de s'enrichir, mais que ce n'était pas le but de leurs efforts. Et c'est là finalement le premier exemple de spéculation de l'histoire. Voilà, j'espère que désormais le nom de Thalès vous sera plus familier et vous évoquera un peu plus qu'un simple théorème. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez naturellement la partager, mais aussi l'utiliser en pyramide, en éclipse solaire ou encore la transformer en poisson.